curiosité que j'ai, c'est de voir un petit peu comment le jeune David, tout jeune, découvre la littérature. Alors en fait, je n'ai pas eu la chance de vivre dans une famille où on lisait beaucoup. Mes parents, oui, ils avaient bien quelques livres, mais c'était pas du tout une tradition. C'était pas une culture du dimanche après-midi, comme je crois beaucoup ont. Et en réalité, je n'ai découvert la lecture et surtout le plaisir et l'intérêt de la lecture qu'au travers de mes études. Moi, je suis traducteur à la base et on dit que en tout traducteur sommeille un écrivain. Alors, je suis loin d'être un écrivain, mais je crois qu'il y a quand même un peu de ça. C'est l'amour de la langue. Et puis c'est aussi, comme traducteur, l'amour De la nuance. et l'amour du généralisme. C'est-à-dire être un peu... Un traducteur, c'est un spécialiste du généralisme. C'est-à-dire qu'il sait un peu de tout sur tout pour bien faire. Parce qu'il doit être capable de rapidement sentir certaines subtilités pour pouvoir traduire un peu tout sur tout. Surtout les émotions. Exactement. Il faut les capter, quoi. Et donc on avait beaucoup de cours D'accord. là où j'ai étudié sur un peu de tout. Et donc j'ai beaucoup appris là. Mais j'ai aussi dû faire le constat que malheureusement ma jeunesse Il y avait un bagage qui manquait au départ. voilà, n'avait pas suffisamment emmagasiné de grands de classiques. culture générale, de grands D'accord. classiques. Tout ça me manquait cruellement. Et donc en parallèle de cela, c'est vrai que j'ai démarré aussi une carrière en politique où par la force des choses, on rencontre quand même beaucoup plus Tu as intellectuels. quel âge à ce moment-là? Ah, là j'ai 22, 23. 22, 23 ans. Et par la force des choses, on rencontre quand même beaucoup plus intellectuels D'accord. que ce qu'on veut bien croire. Du moins, ça dépend évidemment dans quel milieu on essaie de s'intégrer. Et où j'ai parfois dû faire le cruel constat à nouveau qu'il me manquait quand même beaucoup de choses. Et donc, je me suis longtemps posé la question de savoir comment compenser. Mhm. Et j'ai vite compris que c'était au travers de la lecture qu'on pouvait quand même pas mal compenser. Et en parallèle de cela, ça m'a vite beaucoup plu. Quand tu découvres de Dumas, lire. quand tu découvres le conte de Monte Cristo, Voilà, exactement. Quel est ton sentiment en ce moment-là? Alors il est double, je pense qu'il y a en réalité d'abord la capacité surtout de s'extraire du monde, qui est quand même un monde dans lequel je vis assez pesant, stressant est un mot bateau maintenant qu'on réutilise trop régulièrement, mais lourd en réalité, et un bon livre, comme on n'en trouve pas si Qui te permet de te déconnecter parce que tu es pris par la... et même de te plonger ailleurs. Voilà. Ça c'est un, et deux, j'ai toujours cette impression ou ce sentiment un peu jouissif de me dire ok, je récupère progressivement ce bagage que j'aurais dû emporter avec moi au sortir de mon adolescence. Et donc chaque livre, chaque classique, peu importe que je lis, je pense avoir un tout petit peu compensé ce retard. Parce que je vis avec ce complexe-là depuis maintenant 15 ans, j'ai 37 ans. Et ça fait 15 ans où j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose, et donc 15 ans que j'essaie de combler. C'est le propre de beaucoup d'universitaires. Je crois, Parce que je prends le cas de mes enfants, ma fille médecin, mon fils qui est dans l'architecture. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de bagage littéraire, alors que les parents adorent la lecture. Mais ils ont été pris justement par leurs propres études, où ils n'avaient pas le temps de se disperser. Ouais. Et là, je comprends très bien un petit peu... Et j'en veux un peu à... C'était excellent, hein, mais je t'interromps, tu en veux peut-être, mais est-ce qu'il n'y avait pas eu au départ, dans les humanités, le professeur de français? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. J'arrivais avec le professeur de français. J'en veux un peu à... Je me souviens très bien de mes professeurs de français, et je me souviens qu'ils nous faisaient lire. Mais vous savez, pour moi, je suis aussi professeur. Et j'ai toujours cru qu'un bon professeur, c'était un bon acteur. Et je crois que c'est quelqu'un qui, en fait, au travers de son cours, sans que vous ayez pris quelconque note, comme un film, vous vous en souvenez. Vous vous souvenez de ce cours, parce qu'en fait, il était tellement attrayant, bien donné. Et, parce qu'il crée une histoire voilà, de ce qu'il va enseigner. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau métier que professeur de français, où justement vous inculquez l'envie de lire. Et je regrette alors que trop rapidement on veut nous faire lire, je crois, trop rapidement on veut nous faire lire soit des classiques, soit des livres avec peut-être déjà un peu de contenu, mais je pense que ça n'est pas le bon, je crois que ça n'est pas la bonne approche. Je crois que si on veut donner à un enfant l'envie de lire, il faut démarrer par des livres qu'on a envie de lire quand on est enfant. Et ce n'est seulement qu'après que vous pouvez commencer à vous ouvrir à des livres qui sont peut-être un peu plus d'excellence ou de culture avec un grand C. Et je crois que trop rapidement on veut nous faire lire des Zola
ou des Maupassant, mais c'est trop tôt. Je crois que pour bien apprécier Zola ou Maupassant, il faut déjà avoir un fameux bagage aussi personnel. Je me rappelle souvent, moi, le jeu qu'il faut créer avec un enfant quand il découvre la lecture, c'est parce que j'ai été libraire, quand tu vois après 3 jours, grand-mère qui a évidemment le petit-fils ou la petite-fille la plus intelligente du monde revient, il l'a déjà lu, monsieur. Voilà. Bon, d'accord, il l'a déjà lu. Mais est-ce que tu as joué avec ton livre? Jouer, monsieur, c'est quoi jouer? Oui, mais est-ce que tu penses que bon papa ou bonne maman connaissent, par exemple, ce mot-là? Ah, je ne sais pas. Demande-lui une fois. Donc l'enfant va commencer à déchiffrer, à découvrir, dit Bobonne ou bien, ça veut dire quoi ça? Les grands-parents venaient me trouver en disant, monsieur, mais qu'est-ce que vous avez inventé là? Alors, l'histoire du prof de français, justement, qui nous disait à l'école normale, messieurs, avant de fuir le mot, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ça. Vous ouvrez le dictionnaire, vous prenez votre petit carnet avec l'abécédaire sur le côté, et vous recopiez. Mais avant de refermer le dictionnaire, recopiez aussi et lisez plutôt avant le mot au-dessus, le mot en dessous. Vous découvrez 3 mots. Bien sûr. Alors j'expliquais aux gosses, quand tu auras une rédaction à faire, que le maître va te demander, ton petit carnet, tu n'auras même pas besoin de le secouer parce que les mots justes vont tomber. Il n'a pas besoin de faire des grandes phrases. Et c'est ça les découvertes qu'on doit inculquer aux jeunes et aux enfants. C'est jouer avec les mots. Jouer avec les mots. C'est découvrir le sens du mot. Et pour ça, un bon professeur donne envie de découvrir les mots. Que je n'ai découvert qu'au travers de mes études de traducteur. Je ne suis même pas sûr que si j'avais fait d'autres études, j'aurais eu cette envie de découvrir les mots. Mais ça n'est qu'en voulant traduire mieux que j'ai découvert la panoplie des synonymes qui existent et que possède la langue française. Et je trouve que, du coup, j'ai chez moi plusieurs dictionnaires de synonymes. Parce que c'est la beauté de pouvoir traduire différemment, autrement. Et donc moi là maintenant j'ai la chance de donner cours, alors je donne cours d'anglais. Donc c'est une autre langue, mais je travaille beaucoup avec des synonymes. Donc beaucoup, j'essaie en fait d'élargir leur bagage. Et de dire peut-être que lorsque vous serez amené à avoir une conversation, vous ne retomberez pas directement sur le bon mot, mais si vous avez suffisamment de synonymes, vous arriverez toujours bien à vous en sortir. Voilà, ça c'est ça. Et voilà. C'est le plaisir évidemment de jongler. Est-ce que tu ne te disperses pas de ce fait-là dans les langues étrangères par rapport à la langue française, dans tes lectures? Oui, alors c'est vrai que je me suis fort, c'est une bonne question, parce que je me suis fort recentré sur le français ces dernières années. J'ai, c'est vrai, au travers de mes études, et après, beaucoup lu en anglais, et en néerlandais, parce que c'était les 2 langues que j'apprivoisais. Et donc je pensais que la lecture allait m'aider, et ça a été le cas, à maîtriser ces 2 langues-là. J'ai laissé tomber ça maintenant, je lis beaucoup moins en anglais, de temps en temps. De temps en temps un livre en anglais, en néerlandais, mais c'est très rare. Je suis maintenant fort concentré sur la lecture en français. Et alors, où c'est très difficile, je crois qu'on ne sait pas lire de tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour lire un bon roman, il y a un moment dans l'année pour lire une bonne biographie. Même dans la journée ou dans la semaine. Moi j'ai toujours 2 ou 3 livres. Voilà. Ça j'ai du mal. Donc moi j'ai tout le temps le même livre et j'ai besoin. Je pense qu'il y a c'est une des plus grandes jouissances de la vie, c'est d'ouvrir un nouveau livre et de le fermer. C'est-à-dire que d'abord, voilà, vous démarrez, donc c'est extrêmement grisant le début de lecture. Et puis quand vous avez terminé, vous êtes heureux parce qu'il y a quand même un sentiment. Voilà, c'est pas un effort accompli, mais vous avez quand même réalisé quelque chose, vous avez terminé un livre. Ce qui est pas, tu partages, c'est-à-dire qu'à la maison, tu lis, madame est à côté, tu dis, lis une fois ça avec moi. Oui, ça c'est courant? C'est très courant. Donc, parce que nous ici, on s'interrompt tout le temps. À tout bout de champ. C'est parfois... Alors ça non, pas pendant que je lis, parce que quand je lis, je rentre dans un monde, et alors ma compagne parle beaucoup, et donc ça fait 4 ans qu'on est ensemble, ça fait 4 ans qu'elle n'a toujours pas compris que quand je lisais, en fait je suis trop dedans, et donc par exemple je ne sais pas lire avec de la musique, alors je sais lire avec de la musique classique, mais s'il y a des paroles, c'est foutu, ça ne va pas, je n'aime pas ça, mais je veux dire... Par exemple, j'ai lu un bon roman ici il y a 2 semaines, et je me suis dit, ah zut, ce livre-là, en fait, j'aurais dû le garder pour les vacances où je n'ai vraiment que ça. Parce que, comme je lis un peu tous les jours, en fait, un bon roman comme celui-là, je crois que vous devez vous dire, ok, maintenant j'ai 4 heures devant moi, et je vais comme regarder un film, en fait. Vous n'arrêtez pas un film en cours de route pour le regarder le lendemain, 20 minutes de plus, 20 minutes de plus. Par contre, là, pour le moment, je suis en train de lire
C'est 3 tomes sur... c'est l'histoire du monde. Donc j'ai voulu en fait relire tout depuis les temps anciens, donc la préhistoire, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est plusieurs bouquins rédigés par les historiens, et ils retracent un tout petit peu ben voilà, l'histoire du monde. Et ici, je vais arriver ici aux Grecs, hein, à l'Empire grec. Et ça, c'est quand même, c'est extrêmement ardu, c'est pas toujours simple à lire, mais c'est aussi extrêmement grisant parce que On étudie tout le on temps. étudie tout le temps. On Regarde étudie tout le temps. Richard. Ouais, il ne rêve pas. Ouais. Ce gars est phosphorescent. Hein. Voilà, c'est ça, absolument. C'est un bel exemple un petit peu de bonhomme qui est toujours avec un esprit occupé, avec un esprit pointu. Tout le temps. Et voilà, et c'est aussi extrêmement frustrant d'avoir, comme je vois chez toi ici, une pile de livres que je suis sûr que tu n'as pas encore eu le temps d'ouvrir. Mais c'est ça le plaisir. Et c'est de se dire, j'essaye de lire, mais je n'y arrive pas. Je dois être honnête, en fait, je n'y arrive pas. J'essaye de me fixer comme objectif de lire plus ou moins un livre par semaine. Mais voilà, Tu es livre, papier ou bien tablette? Ah non, tout papier. Papier, hein. Donc, je n'imprime plus aucun texte, plus aucun document, je fais tout sur ma tablette, mon ordinateur, donc je n'imprime plus rien. Mais les livres, c'est papier. Ça c'est papier. D'accord. Ça c'est papier. Parce que c'est aussi le plaisir d'avoir ce que toi tu as, mais moi à ma toute petite échelle. Oui, ça va venir. Hein. C'est d'avoir ma petite bibliothèque que j'aménage progressivement. Tout à fait. Ouais. Mais alors, une question que je me pose aussi, quand tu es en pleine lecture comme ça, tes choix littéraires. Tu vas de l'un à l'autre, tu vas du thriller à du classique, ou bien tu es toujours plus sur la découverte un petit peu, je veux dire, des grands classiques, ou bien de la littérature française. Tu as des choix, ou bien tu aimes bien te changer Alors, il y a quatre éléments qui justifient l'achat d'un livre. Oui. Le premier, c'est que tu vas sur mon blog et tu vois. Alors, mais ça, franchement, c'est l'un des quatrièmes. C'est-à-dire que j'ai une application qui s'appelle, je crois que c'est Mémorable, c'est Le Monde qui fait ça. Et tous les jours, il t'envoie, si tu veux, toute une série d'informations sur une personnalité dans l'histoire. Ah, oui. Très souvent au cours du dernier siècle. Et souvent un écrivain ou une écrivaine. Et donc là, par exemple, c'était Simone de Beauvoir, c'était Dumas, c'était... ils sont là, c'était la curiosité. Voilà, exactement, c'est Georges Sand, ce truc. Tout à fait. Et ça permet de rappeler toute une série de choses. Et là, souvent, ils citent des livres. Et là, j'en choisis un que je commande et donc qui vient comme ça construire une bibliothèque. Le deuxième élément, c'est quand tu as ce bonheur d'aller dans une librairie. Ah oui. Tu as envie de tout acheter, évidemment. Et donc ça, c'est très fort. Le troisième chose, c'est que je lis le journal, et je prends plus le temps de lire le journal souvent le week-end, et souvent dans les journaux, dans les gazettes le week-end. Tu as des bonnes suggestions, et donc assez régulièrement le week-end, je me surprends à quand même encore en commander un autre. Et puis le quatrième, c'est évidemment, oui, c'est ton blog, mais c'est toute une série de... Quand les gens savent que tu lis, tu fais partie d'une petite communauté qui s'échange les bons plans, et donc naturellement. Parce qu'on a des coups de cœur, qu'on aime tu peux partager, absolument. Tu viens de m'annoncer en arrivant que tu vas déguster du Giuseppe Santoliquido. Absolument, grâce à toi. Tu vas découvrir là-bas une sensibilité, tu vas découvrir les parfums du terroir. Ah c'est parfait, c'est parfait. C'est un petit peu comme dans du Laurent Godet, quoi. Ouais, exactement. Et combien d'autres. Et là, ce sont des lectures qui sont, je vais dire, qui retracent toute une époque de l'Italie, avec tout ce qu'il y a pu y avoir à cette époque-là. Mais on est avec un garçon qui a une puissance analytique extraordinaire pour décrire les personnages, pour décrire les endroits, pour décrire les lieux. Voilà. Je crois que ce sont les meilleurs auteurs, c'est ceux qui parviennent à vraiment te donner envie d'aller dans la ville, ou aller dans le lieu, ou dans la région dans laquelle se produit la trame. Par exemple, je trouve qu'un des livres comme ça qui rend ça le mieux, ce sont souvent les livres qui, je trouve en tout cas en ce qui me concerne, se déroulent dans tout le moyen Proche-Orient. Tu prends des Paolo, tu prends l'Alchimiste, mais tu prends aussi le 8 de Catherine Neville, toute une série de livres ça, qui ont lieu soit dans le désert, soit tu vois, de Budapest au Maroc. Et là je trouve que souvent, en fait, les livres que j'ai pu lire et qui avaient... la trame se déroulait là-bas. Il faut découvrir du Théodore Monod alors. Ok, d'accord, je connais pas bien. Je te montrerai, ça c'est un hyper grand classique, tu vois.
Il y a des frisons roches aussi. Il y a certains frisons roches qui n'est pas spécialement dans la montagne, mais qui est dans le désert. Il y a de très belles choses aussi. T'as des, je sais pas si tu vois, Gilbert Simou et Inch'Allah, comme ça, tu vois, où il te fait vraiment vivre la situation, que ce soit en Palestine, Israël, Irak, Syrie, et tu sens... Sur l'Égypte, il y a voilà, exactement. Donc, ça, ce sont les meilleurs livres, et dans ceux dont tu ne peux pas sortir. Et puis, tu sais, après, je crois qu'on doit aussi, quand on est dans la lecture, ne pas être trop pédant et oser dire j'ai aimé tel livre de tel auteur, peut-être à succès. Moi, je reconnais, par exemple, l'an passé, j'ai lu un livre, pourtant, j'aime pas plus que ça, j'avais lu ses précédents livres, et bon, je pense que je n'avais même pas terminé. Quand je n'aime pas, j'arrête. Après quelques... quand j'aime pas, ça sert à rien. La vie est trop courte. Comme un bon vin. Hein. Voilà, c'est ça. Tu le démarres, il est délicieux. Sinon, on t'arrête. Et souvent, en fait, j'avais commencé ces livres, je n'avais pas terminé. Et celui-là, je l'ai bouffé. C'est le dernier Joël Dicker. Chambre 622, chose comme ça. Donc c'est un auteur à succès, hein, plutôt blockbuster. Voilà, et donc on n'aime pas, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi de lire quelque chose d'un peu plus léger. Ce bouquin, c'est une brique, je l'ai lu en 2-3 jours, tellement en fait il parvenait à rendre comme ça. Oui, mais il a l'air exactement. Et je l'ai fait lire justement, comme tu disais, à 2-3 amis, tous avaient le même constat, ont vraiment adoré. Comme quoi, voilà. Mais ça fait du bien aussi et puis bon, je lis quand même aussi beaucoup de livres qui évidemment ont, je dirais, une trame plus politique. Que ce soit sur une philosophie politique. J'aime beaucoup lire comment le communisme, le libéralisme, le socialisme est vu, perçu, développé. C'est toujours extrêmement intéressant, mais c'est dru, c'est lourd. Je veux dire, on ne lit pas ça entre deux cafés. Il faut se positionner dans son fauteuil confortablement, mettre ses écouteurs et puis ne plus faire que ça. Ça, évidemment, beaucoup de biographies politiques aussi, énormément. On apprend beaucoup comme ça. J'ai lu, par exemple, ici à Noël... le premier tome, parce que c'est son premier, d'Obama, mais qui est quand même une fameuse brique, hein, c'est un truc qui te prend... quelque part. Je l'ai vu en rentrant, il est juste là, et je l'ai lu attentivement, ça m'a pris quand même un certain temps, parce que c'est, je crois, presque 900 pages, et c'est pas mal fait, parce qu'en fait, tu lis tout jusqu'au bout, c'est plutôt bien fait. La mémoire, comment tu l'entretiens? Parce que tu as une sacrée mémoire. Je vois que dans les discours, tu n'as pas besoin de papier. Non, t'es observateur. Oui, ça je dis. Bon, il y a longtemps que tu maîtrises alors je pense que, cette qualité. Je pense que... oui, peut-être. C'est-à-dire que chacun à la mémoire développe un système de mémoire, une technique de mémoire. Moi, à partir du moment où je trouve un fil rouge, à partir du moment où j'ai le fil rouge, donc du début de mon discours jusqu'à la fin, alors je vais tout retenir. Alors tant que je n'ai pas le fil rouge, c'est un problème. Et alors, en effet, là, il faut retomber sur ses pattes. Mais si à un moment donné, je veux dire, le message que je dois délivrer est clair parce que j'ai un fil très clair et que je suis le plus clair, pédagogue et vulgarisant possible, alors ça ira tout seul. Je crois que ça a toujours, même dans mes études, tant que je ne comprenais pas ce que j'étudiais, ça n'allait pas. Et puis un jour, parce que je crois qu'on a tous fait ça comme étudiants, où on essayait de retenir bêtement les paragraphes, bloc par bloc. On se raconter l'histoire. Voilà. Et en fait, mais ça aussi, j'en vois des professeurs qui ne m'ont pas inculqué ça. D'abord, on lit, de quoi est-ce que ça parle de ça, ça va tout seul. Ça va tout seul. Voilà. Mais dans l'écriture des discours, alors tu as un sacré plaisir alors à les rédiger. Oui. Alors je n'écris en fait pratiquement jamais mes discours. Dans la préparation? Non, jamais. Sauf, je dirais... C'est une façon de retenir aussi. C'est une façon de retenir. Non, ce que je fais, ce sont des mots. D'accord. Ce sont des mots, ça y a un fil colonne rouge, vertébrale. pop, et puis de là, ça sort tout seul. Mais je n'écris pas mes discours. Une fois, je l'ai fait une fois, c'était un discours qui était extrêmement important, donc il fallait quand même pas trop se louper. Et donc, quand vous êtes face à 2-3 000 personnes, vous devez quand même bien réfléchir, est-ce que j'y vais comme un touriste ou est-ce qu'en fait je prépare quand même mon truc. Et ça, voilà, je l'avais préparé, et il était très très bien, mais voilà, sinon c'est très rare. Tu devrais écrire un livre, dans quel genre tu te lancerais? Ah mais je suis occupé. Pour ça je suis un grand amoureux de Bruxelles, et donc aussi par les fonctions que j'occupe. Pour le moment j'écris un livre, donc je suis occupé à rédiger un livre sur Bruxelles, et sur comment je vois Bruxelles, et en partie comment je me vois moi aussi, parce que je crois qu'il faut mettre un peu de... Donc c'est un livre très sérieux. Un livre assez sérieux, mais j'essaie de le rendre
le plus sympathique possible. Autrement, j'aime beaucoup deux types de thrillers, de romans. C'est ceux, tu vas rire, parce que Non, je ne ris pas. le premier, ce sont tous ces, oui, c'est quand tu as comme ça quelqu'un qui développe toute une vie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, dans les grandes villes phares que compte ce monde. Alors c'est vrai que c'est souvent, on pense souvent New York, de Londres, mais ça peut aussi être Budapest, ça peut être Paris. Je veux dire, c'est pouvoir comme ça développer toute une trame autour de la ville. Ça, je trouve que ça te fait... Bon, en tout cas, moi, ça me fait voyager très très fort. Et un livre, pour moi, doit me faire voyager. Et donc, à partir du moment où quelqu'un parvient à bien décrire la ville et à te faire sentir l'odeur de la ville, ça, j'adore. Et donc, si je devais écrire un livre, ce serait vraiment une histoire de quelqu'un qui se lance ou qui vit une histoire dans une ville bien précise. Le deuxième type de livre que j'écrirais, ce serait... tu vas rire, hein, mais je me suis toujours dit que sur les snipers professionnels, tu vois, donc ceux qui en fait fondent leur vie, fait assassiner des gens, mais non, pour le bien, hein, toujours. Ah, ben alors tu vas t'amuser parce que je vais te passer le livre d'un nommé Philip Smans. D'accord. Phil Smans, c'est ton nom d'auteur. Ouais. Il a fait un bouquin là-dessus qui s'appelle ben Conjuration Delta. Ah ben ok. Le premier ouvrage que tu vas recevoir aussi, oui, je l'ai encore, c'est la liste alpha, qui démarre ici à Bruxelles, qui démarre avec un flic du 22 rue du Collège ici un peu plus haut. Ah, génial. Et donc on est parti. Et là, parce que lui, donc, c'est un gars qui est un ingénieur civil, lui, il enseigne à l'ICHEC. Donc c'est un matheux le plus complet, donc les formules mathématiques, voilà. Mais comment en parler? Donc, au cours du livre, qui est un thriller, il va développer différentes théories. C'est du storytelling, quoi. Du storytelling, ça j'aime beaucoup. Parce que derrière le monde secret comme ça des snipers, il y a toujours comme ça tout un univers. Et on est toujours un peu passionné. Mais voilà, je dois peut-être avoir un grand-père qui l'était, j'en sais rien, c'est comme ça. David, voilà. Merci. Je sais que ton temps est compté. Merci, oui. Mais parle-nous un petit peu de l'homme politique maintenant. Oh, c'est un homme politique plein d'espoir, parce que même si... mon parti, moi-même, si j'en ai l'opposition depuis presque 20 ans maintenant à Bruxelles, je suis assez intimement convaincu qu'il y a des tas de défis qu'on pourrait relever et que la philosophie que je défends est une philosophie qui peut vraiment être porteuse pour Bruxelles, parce qu'il y a énormément de talents qui ne demandent qu'à en fait être utilisés, parfois mieux formés, parfois mieux accompagnés, que ce soit dans les quartiers ou pas. Et c'est le projet politique que je voudrais pouvoir développer, c'est véritablement faire de Bruxelles autre chose que comme ça le centre mondial de grandes institutions européennes ou internationales. Parce que tu as déjà quitté la politique locale pour évidemment... Oui, bien sûr, même si je reste profondément amoureux et investi dans ma commune, Watermal-Boisfort. Je crois que en fait, il est minimum une pour Bruxelles, mais qu'il y a des tas d'opportunités magnifiques qui peuvent se développer autour de Bruxelles. Vous savez, et puis je terminerai par là, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire de Bruxelles le centre, le cœur d'un thème porteur. Et je vais m'expliquer. Si tu prends Glasgow, par exemple, il y a des tas de livres autour de Glasgow. Glasgow est une ville qui, dans les années 80, était représentée comme Razor City, donc la ville rasoir, c'est-à-dire celle où tu te faisais régulièrement trancher la gorge, violer, enfin ça n'était pas vraiment un chouette endroit. Et ils ont redynamisé toute la ville autour d'une thématique, c'est la culture. Et ils ont fait de Glasgow la première capitale européenne de la culture, qui n'était elle-même pas une capitale. Et aujourd'hui, c'est une ville clairement florissante, économiquement, touristiquement, socialement. Ça a pu être porté par des femmes et des hommes politiques qui, à un moment donné, ont cru en cela. Ici, à Bruxelles, les options sont encore nombreuses face à nous, mais les trains passent. Que ce soit le train d'intelligence artificielle, le train du numérique, le train de l'ingénierie médicale, le train de l'innovation, peu importe, il y a de nombreux trains que l'on pourrait saisir, parce qu'il y a une jeunesse et des tas de talents qui doivent être créés. On a beaucoup de talents qui quittent Bruxelles. On crée des talents, mais beaucoup quittent Bruxelles. Ça veut dire qu'on doit être beaucoup plus encore créatrice de talents. Pour ce faire, il faut miser sur la formation, il faut miser sur notre capital universitaire.
Il faut en fait faire en sorte que pour le monde entier, il est évident que c'est à Bruxelles que ça se passe. Et pour ça, jusqu'à présent, je trouve qu'on a un peu loupé le coche. Je suis encore jeune. Je suis Bien, mais dans tu l'opposition. sais déjà fédérer les autres aussi, On va des plus essayer jeunes de aussi, faire ça. les plus aînés. Et je rêverais en fait Voilà. de pouvoir avoir davantage de manettes que celles de l'opposition où on ne fait que, en réalité, Mais tu vas bien s'opposer. rebondir, ça va arriver. On hein. va essayer, Willy. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci aussi d'être venu. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Oui. Au revoir.